Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Manuelle Lepout, je suis vice-présidente de l'Académie des technologies. Je vous remercie vraiment chaleureusement pour votre présence à notre première édition du webinaire de la tech. C'est un de nos nouveaux modes de valorisation de nos travaux. Ceux qui ne connaissent pas notre Académie des technologies, je vous invite à aller sur le site web, regarder comment on travaille, ce que l'on fait, nos productions. Je pense que vous y trouverez beaucoup de publications de grand intérêt. L'échange d'aujourd'hui entre nos deux intervenants sera de 45 minutes et sera suivi de 15 minutes de questions que vous pouvez poser à l'écrit dans le chat, dans la discussion, tout au long du webinaire. Je vous rappelle également qu'à la fin du webinaire, nous inviterons les journalistes présents et qui le souhaitent à rester connectés pour un point presse bien spécifique. Ce webinaire est organisé à l'occasion de la parution d'un rapport sur la blockchain. Ce rapport, c'est le fruit d'un travail collectif, comme toutes les productions de l'Académie des technologies. Nous y avons mis d'ailleurs à l'écran la liste du groupe de travail. Vous pourrez voir qu'il y a 11 personnes qui ont contribué à la rédaction de ce rapport, au travail et à la rédaction de ce rapport, dont 6 membres de l'Académie des technologies, 2 membres de l'Académie des sciences et d'autres experts encore actifs en recherche, souvent soit du CNRS, soit de l'INRIA, par exemple. Ce rapport, vous pouvez le trouver sur le site. Nous allons mettre le lien dans le chat de la discussion. Et je vous invite vraiment à le lire en complément du webinaire que vous aurez plaisir, j'espère, à écouter aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, ce sont 2 intervenants, 2 académiciens qui sont les porte-parole de ce groupe de travail. Nous avons aussi en ligne 2 autres participants, chercheurs, à ce groupe de travail qui pourront éventuellement répondre à des questions spécifiques dans leur domaine. Alors tout d'abord, Sophie Proust, qui est diplômée de l'École supérieure d'électricité et titulaire d'un master de sciences informatiques. Elle est depuis janvier 24 directrice exécutive de l'agence des programmes, des nouvelles agences de programmes de l'INRIA. Elle a occupé différents postes de direction technique chez Bull, dont la direction de la recherche et du développement en 2013. Elle a rejoint le groupe Atos où elle a été de 2019 à 2023 le CTO, Chief Technology Officer, et elle a fait partie du comité consultatif d'Atos Quantum. Elle est actuellement membre du conseil d'administration d'International Data Space Association et du conseil d'administration de l'Université technologique de Troyes. Bonjour à tous, merci Manuel. Merci Sophie. Et maintenant, je vous présente Albert Van Venist, qui est actuellement directeur de recherche émérite à l'INRIA, où il a fait une très belle carrière. Il est muni d'une thèse d'État en mathématiques, il a passé en 1976, mathématiques, probabilité. Il a travaillé jusqu'à la fin des années 90 sur l'apprentissage de modèles à partir de données. Il a appliqué ces outils aux communications numériques et à la mécanique des vibrations. Depuis 1980, il s'est également intéressé à l'informatique et plus spécialement à la programmation des systèmes embarqués critiques. Il travaille actuellement sur les jumeaux numériques. Il a été membre du conseil scientifique d'Orange Labs et il est membre du conseil scientifique de Safran. Albert? Bonjour. Bienvenue à tous et merci Manuel. Sophie, est-ce que tu veux bien commencer ce webinaire? Absolument. Bonjour à tous à nouveau. Bonjour Albert. Et donc, finalement, ma première question, c'est pourquoi l'Académie des technologies a-t-elle décidé de faire un rapport sur la blockchain? Bon, la blockchain, c'est un buzz, c'est pas le buzz le plus célèbre du moment, mais c'en est un tout de même. Si le mot blockchain, si vous êtes là, c'est que ça vous dit quelque chose. Dans le cas contraire, pour le grand public, il y est beaucoup plus exposé au travers du nom du Bitcoin. À peu près tout le monde en a entendu parler. C'est une crypto-monnaie qui représente environ 1,8% de la masse monétaire mondiale en 2021, peut-être un peu plus aujourd'hui. Et c'est ça qui a été à l'origine de la création de la blockchain. Plus précisément, la blockchain est une technologie qui a été créée, inventée et développée pour que le Bitcoin puisse se déployer. Mais il y a aussi une pénétration de la blockchain dans tous les secteurs de la société,
comme le montre le radar qui est affiché, alors dans lequel vous voyez la liste en 2021 des startups dans le domaine, disons, blockchain et crypto. Il y a un peu un mélange. Et ce que vous pouvez constater, c'est que à côté des crypto-monnaies qui représentent le plus grand quart de brie, vous trouvez aussi des utilisations dans le secteur de la finance, dans le secteur des services, disons un peu généralistes dans le domaine des technologies de l'information, mais aussi, et ça nous intéressera plus particulièrement, dans le domaine notarial, qui est un secteur qui s'y intéresse beaucoup, et dans le domaine de la logistique et de la supply chain, pour reprendre le terme anglo-saxon, et on en verra quelques détails un peu plus dans les planches suivantes. Qu'est-ce que tous ces acteurs ont donc en commun et qu'est-ce qu'ils ont en commun avec le Bitcoin? Alors là, on parle de monnaie et finalement, on pourrait se poser la question, fondamentalement, qu'est-ce que la monnaie? Eh bien, la monnaie, c'est un historique de transactions certifiées par une banque centrale. La monnaie est ouverte à tous. Et le Bitcoin? Eh bien, le Bitcoin, c'est un historique certifié de transactions, d'accès ouvert, mais sans tiers de confiance et déployé sur un réseau pair à pair très décentralisé. Et comme tu l'as annoncé, Albert, il y a plein d'activités dans nos sociétés qui ont besoin d'un historique certifié de transactions, d'accès ouvert, mais sans tiers de confiance et déployé sur un réseau pair à pair très décentralisé. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Bien sûr. Eh bien, pour commencer, l'activité notariale, qui est le plus proche du type de besoin qu'on a décrit, qu'est-ce que c'est que l'activité notariale? Eh bien, c'est une activité qui, centralement, archive des actes de transaction. Le but, c'est que ces actes puissent être certifiés et opposables à quiconque, de préférence sur toute la planète. Historiquement et jusqu'à aujourd'hui, ça a reposé sur un travail minutieux et rigoureux d'archivage et d'archivage papier. Et de fait, c'est opposable à quiconque uniquement dans la mesure où le pays hôte de l'archive a le poids politique pour faire reconnaître ces actes juridiques internationalement. On comprendra bien que les États-Unis ont ces moyens. Après, ça se dégrade selon les pays auxquels on pense et il y a certainement un nombre non négligeable de pays qui n'ont peut-être pas les moyens de faire reconnaître ces certificats. De ce point de vue-là, la blockchain offrirait une perspective de certification opposable à quiconque, partout, de manière égale. De ce point de vue-là, ça représente un progrès. Et d'ailleurs, la blockchain est d'un des éléments constitutifs de la plateforme e-Estonia, qui est une vision totalement digitale de l'État, qui est déployée en Estonie. Et je vous invite à aller voir le site de e-Estonia, c'est vraiment remarquable. Vous y trouverez à la fois les services numérisés de l'Estonie qui sont accessibles au public, ainsi qui est encore plus intéressant que toutes les sources et la littérature qui justifient et qui expliquent comment ces services fonctionnent. Intéressant. Donc, tu nous donnes un exemple très large, hein, e-Estonia, et un exemple plus ciblé. Est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples? Alors, un autre exemple, c'est celui de la grande distribution qui s'y intéresse de plus en plus pour répondre aux besoins de traçabilité de ses lots de produits. Alors, attention, il ne s'agit pas de l'étiquette qu'on trouve individuellement sur la bouteille de lait qu'on achète, mais il s'agit de la traçabilité d'un lot, c'est-à-dire d'un ensemble de produits qui sort ensemble de la fabrique et qui a subi le même cycle de fabrication. Donc, de ce point de vue-là, la blockchain assurerait que les certificats qui comporteraient la nature du lot, sa date de fabrication, l'origine, l'endroit où il a été fait, qui traceraient le respect des règles, tous ces certificats étant associés à un lot, ça assurerait
que ces certificats ne puissent pas être falsifiés au cours de la chaîne de fabrication et d'assemblage ou au cours du transport. Donc ça, c'est un exemple qui parle à tout le monde et il faut bien comprendre de manière non surprenante, il y a plein de secteurs et de chaînes de sous-traitance qui ont des problèmes analogues. Alors en particulier dans l'automobile, une automobile est un assemblage de composants qui ont des fabricants divers. Puis après, pendant la vie de l'automobile, vous avez des réparations. Les réparations consomment des pièces détachées. On aime bien être sûr que les pièces détachées sont bien des bons remplaçants des pièces d'origine. Tout ça impose des besoins de traçage et le candidat naturel à apporter cette traçabilité, ben, c'est précisément la blockchain. Le même besoin existe dans l'aéronautique, évidemment, avec des besoins en certification encore plus aigus pour des raisons de sécurité. Donc en fait, finalement, ce que tu nous dis, Albert, c'est que dans tous ces cas, la blockchain apporterait toutes les assurances sans qu'il soit besoin finalement d'une réglementation complexe ni d'accord juridique sur qui apporte telle ou telle garantie. Donc tout ça, ça paraît vraiment miraculeux. Et donc je pense qu'il faut qu'on rentre un petit peu plus précisément dans le détail pour comprendre comment ça marche et pourquoi finalement ne pas y avoir pensé plus tôt. Bien, eh ben, il faut dire que techniquement, c'est une prouesse. Mm. D'une certaine manière, là, en préliminaire, ce qu'il faut dire, c'est que moi, j'ai grandi, même assez tardivement, avec le credo que cet objectif était juste inatteignable. C'était quelque chose qu'on pensait ne jamais être capable de faire. Et ça n'est qu'au début des années 2010, donc lors de l'apparition du Bitcoin, qu'on a eu la surprise que ça soit finalement réalisable, implémentable et même déployable dans la vraie vie. Alors en fait, la blockchain assemble plusieurs technologies que vous voyez mentionnées sur le schéma projeté. Certaines sont très sophistiquées en elles-mêmes. Alors, c'est le cas du ciseau cryptographique, j'y reviendrai, du réseau P2P, pair à pair, et qui sont le résultat d'années de travail de communautés entières de recherche. Alors, depuis les années 1980, alors pour le réseau, donc c'est vraiment des questions importantes pour les communautés de recherche. Il y a une technologie totalement nouvelle. Et enfin, l'assemblage de tout ça est aussi une innovation extraordinaire. J'aime beaucoup ce diagramme. Et on voit qu'il y a 4 technologies qui servent de piliers et donc peut-être que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu entends par là, ces piliers et le rôle finalement de chaque pilier et comment il le remplit? Voilà. Alors, donc vous avez ce que je voudrais mentionner pour la lecture du pilier, ce que j'ai indiqué que ce qui est en rouge est difficile. Alors, il faut peut-être préciser ce qu'on entend par difficile. Donc, difficile, ça veut dire que pour ce qu'on appelle le consensus distribué, sur lequel je reviendrai, ben, ça a été quelque chose qui a été tout de même une raison pour couronner d'un prix Nobel, hein, ce qu'on appelle la médaille Turing dans le domaine de l'informatique. Et donc, il y a un lauréat pour avoir découvert, pour avoir initié cette technologie. Et pour la dernière case, c'est la technologie totalement nouvelle qui a été apportée par le déploiement du Bitcoin. Alors, voyons déjà le premier pilier. Il est important du point de vue de l'assurance qu'il apporte. Comme son nom le suggère, la blockchain, c'est une chaîne de blocs, chaque bloc comportant une suite de transactions, typiquement. Un bloc, c'est simplement un ensemble de données, comme des références à des paiements faits, des références à des actes notariés, etc. Chaque bloc est scellé par un certificat, exactement comme les cachets de cire sur les documents officiels dans le passé. Donc, mais ici, il y a un point particulier, c'est que ce sont certifie à la fois le bloc et son accrochage à la chaîne déjà construite. Donc, c'est ainsi toute la chaîne qui en est progressivement. Et une bonne image pour comprendre ce que ça signifie, c'est
un peu penser à la matière de l'arrimage des wagons d'un TGV français, parce que tous les TGV n'ont pas cette technologie, par des bogies qui sont partagées entre des wagons successifs, constituant ainsi un train dont on sait qu'il est hautement résistant, y compris à certains déraillements. Donc, comme tu le dis, finalement, ce saut cryptographique permet de rendre la chaîne immuable. C'est-à-dire que la construction de tels sauts repose sur des techniques de cryptographie et cette technologie, il faut savoir, elle est à la base de nos cartes à puce et bien d'autres services sécurisés finalement. En passant donc au deuxième pilier. Alors, il faut un réseau de communication sans pilote, comme tout ce qui concerne la blockchain, et résistant à toutes les agressions, puisqu'on est en milieu ouvert, on ne sait pas à qui on a affaire. Et c'est précisément ce que fait le réseau pair-à-pair. Alors, qu'est-ce que c'est essentiellement un réseau pair-à-pair? Eh bien, c'est un réseau qui est déployé, un peu comme un réseau privé virtuel, qui est déployé au-dessus d'une couche réseau physique. Alors, les réseaux que vous connaissez physiquement sont évidemment extrêmement riches, disposent d'un nombre considérable de routes pour relier deux points, et le réseau pair à pair en choisit quelques-unes pour rejoindre le même point, et ces réseaux, ces chemins peuvent être remplacés par d'autres et le sont régulièrement en fonction de l'entrée ou de la sortie de certains nœuds dans le réseau et de panne éventuelle de certains de ces liens. On a ainsi, grâce à une topologie qui évolue en permanence, une résilience quasi illimitée. Et ce qu'on peut rajouter, c'est que finalement, chaque nœud de ce réseau pair à pair est alors un acteur à part entière et à part égale pour toute opération concernant la blockchain. Voilà. Donc, pour ce qui concerne le troisième pilier, hein, le consensus distribué, il répond à un problème fondamental qui découle de deux choses, qui découlent d'une part du fait qu'on travaille sur un réseau pair à pair, j'y reviendrai, et d'autre part que les participants sont non connus à l'avance en quelque sorte. Donc une autre difficulté est d'établir un consensus sur la validité d'un nouveau bloc proposé pour étendre la chaîne. Donc si vous pensez par comparaison à ce qui se passe dans le cadre classique des transactions bancaires ou des transactions notariales, il y a une personne de confiance qui est soit la banque, soit le notaire, qui personnifie le certificat. Là, rien de tel n'est autorisé. Par conséquent, il faut remplacer par autre chose. Et il faut que ce consensus soit établi sans arbitre, sans tiers de confiance, et en fait sans aucune entité centrale qui détiendrait le droit exclusif d'apposer le sceau. Donc, sans gouvernance. Il faut donc que les nœuds, acteurs de la blockchain, trouvent un accord sur la seule base de dialogue entre eux. Et par dialogue, en fait, j'entends des algorithmes déployés sur ce type d'acteurs. Sur ce type de réseau, arriver à un consensus est très difficile. Et la raison, c'est simplement que dans la mesure où il n'y a pas d'horloge globale, hein, les communications prennent un temps qui est non connu, qui peut être différent d'un cas à l'autre, qui dépend de la charge, qui peut être soumis à des pannes, à des réessais. Donc tout ça est un peu aléatoire. Et sur ce type de réseau, on est incapable de savoir précisément sur la base de quelles informations un nœud a choisi d'émettre un message donné. Donc on ne sait pas, vous êtes un des nœuds et vous ne savez pas ce que c'est le nœud d'à côté. Établir un consensus dans ces conditions est le sujet central de l'algorithme distribué qui a été précisément la raison pour ce prix Turing qui a été décerné à Leslie Lamport dans les années 80. C'est un thème de recherche depuis les années 80 et qui a continué et qui est encore actif aujourd'hui selon des grandes variétés d'hypothèses. Donc finalement, Albert, comme tu viens très bien de nous l'expliquer, l'établissement d'un consensus ne peut pas être garanti dans tous les cas. Et c'est un résultat finalement négatif, puisqu'on ne sait pas le garantir, qui est célèbre dans cette communauté.
Donc finalement, on doit se contenter d'une garantie probabiliste de succès. Les risques d'échouer peuvent être rendus arbitrairement faibles, mais le risque zéro n'existe pas. Et pour les cas malheureux, appelés forks dans le jargon de la blockchain, il est donc prévu des procédures de rattrapage, et ça, tu vas nous l'expliquer grâce au dernier pilier. Voilà, le dernier pilier, c'est ce que j'avais annoncé comme étant la grande innovation technologique apportée par la blockchain. Il s'agit de pouvoir faire fonctionner l'infrastructure, non seulement sur le réseau pair-à-pair, mais en plus sans savoir qui en est acteur. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le développement traditionnel par la communauté des chercheurs de la théorie du consensus ne poussait pas les conditions d'utilisation aussi loin. La population était finie, même si elle pouvait être grande. Alors, pourquoi on ne veut pas savoir qui en est acteur? De la même manière qu'on n'a pas à connaître qui détient tel ou tel euro. La détention d'un euro est un acte anonyme. Le risque est alors qu'il existe des acteurs malveillants qui se dupliquent eux-mêmes pour faire masse et apparaître majoritaires, faussant ainsi l'établissement du consensus. Et vous savez, aujourd'hui, bon, les hackers savent se multiplier pour emmerder le monde, donc c'est pourquoi ne pas le voir dans ce contexte-là. On introduit alors un algorithme qui a pour but de donner un coût exorbitant à ce type de fraude. Et pour ça, on assujettit le droit pour un nœud de proposer un nouveau bloc à une preuve que le candidat acteur possède un bien, entre guillemets, de coût élevé, mais accessible à tous. Pour le Bitcoin, ce bien, c'est une preuve de possession de puissance de calcul, alors ce qu'on appelle en français la preuve de travail, proof of work en anglais, et cette tâche, dans le cadre du Bitcoin, est effectuée par ceux qu'on appelle des mineurs. Alors je rappelle ces mots-clés parce qu'ils sont souvent mentionnés et comme ça les replace dans leur contexte. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le travail que font les mineurs ne sert à rien, en fait, il ne sert à rien d'autre que de leur donner le droit d'intervenir dans l'algorithme de consensus. Donc, il sert juste de tri, vous montrez vos biceps, et c'est juste ça et rien d'autre. Une fois que vous avez montré vos biceps, eh bien, le travail qui a été fait, eh bien, il est jeté, il ne sert à rien. Dans le cas d'Ethereum, une autre blockchain importante, le bien est une preuve de disponibilité d'actifs financiers, et dans ce cas-là, on parle de preuve de possession. Donc en fait, il faut être possesseur de la majorité d'un tel bien pour prendre le contrôle de la blockchain. Voilà. Et la résistance de la blockchain à des malveillances repose donc sur l'hypothèse qu'il est trop coûteux de s'emparer finalement de la majorité dans de telles conditions. C'est ce que tu nous as expliqué. Et donc, je vois aussi dans le diagramme mentionner deux casquettes. Alors, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Alors oui, les deux casquettes sont mentionnées. Premièrement, voyons les smart contracts. Le but d'une blockchain est de certifier une suite de transactions. Et donc, il est tentant de vouloir attacher à la blockchain les règles qui définissent, dans un cadre particulier et pour un contexte spécifique, quelles sont les transactions légitimes, c'est-à-dire en particulier de préciser de quelles opérations, de quelles séquences d'opérations élémentaires elles peuvent être constituées. Alors, il y a diverses façons de décrire ça. Il y a des formalismes dits de workflow, par exemple, qui sont utilisés pour ça, qui permettent de spécifier qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on a le droit d'enchaîner comme opération élémentaire pour fabriquer une transaction qui est légitime dans le contexte de la blockchain considérée. Et dans le jargon, cela s'appelle un smart contract. Alors, quel est le lien du smart contract avec la blockchain? Eh bien, c'est simplement qu'il s'agit d'un code informatique dont chaque exécution, premièrement, correspond à une transaction légitime et dont, deuxièmement, les traces de ces exécutions peuvent être archivées dans la blockchain. La parenté avec le juridique est compréhensible, elle est tout à fait raisonnable et elle est évidemment suggérée par le nom.
mais il ne s'agit que de parenté, et d'une certaine manière, le nom exagère un peu, et pas de vrai contrat au sens juridique du terme. Enfin, et je reviendrai sur cette phrase-là, elle n'est pas anodine, il y a vraiment euh, des petits points faibles dans le concept de ce point de vue. Les NFT, dernière boîte, la seconde casquette, ce sont ce qu'on appelle les non-fungible tokens, sont des objets numériques dont l'unicité ainsi que le possesseur sont garantis par la blockchain, plus exactement par les mécanismes de type sceau cryptographique qui y sont associés. Merci beaucoup. Je pense que c'était très clair, les 4 piliers, les 2 casquettes. Mais j'ai tendance à dire, rien n'est jamais gratuit et comme disent nos amis anglais, there is no free lunch. Il y a forcément un prix à payer pour cette technologie face à tous ces miracles. Nous avons écrit que le Bitcoin a un coût énergétique exorbitant, comme l'attestent les diagrammes affichés. Quand je dis nous l'avons écrit, je vous rappelle dans le rapport de la blockchain. Ainsi, le réseau Bitcoin a eu une consommation électrique de 25 TWh environ en 2023, soit le quart de la consommation annuelle électrique de la France. Cette consommation est largement due au mécanisme de consensus utilisé, preuve de travail ou proof of work dont tu nous as parlé. C'est énorme. Et s'agissant du monde de la finance, qui n'est qu'une part infime en fait de la finance mondiale. Donc, on ne peut pas imaginer que la finance mondiale soit régie ainsi. Ah oui, tu as tout à fait raison, c'est vraiment pas envisageable. Donc, les chiffres de consommation électrique que l'on a pour le Bitcoin sont considérables. Or, personne ne peut arrêter ça. Au contraire, c'est en croissance. Et en plus, il n'y a pas que le Bitcoin qui repose sur la blockchain. Tu nous as montré tout à l'heure d'autres usages. Alors, est-ce qu'on va droit dans le mur, Albert? Alors oui et non, les choses ne sont pas si simples. La première parade, et Dieu merci, les choses ne sont pas si simples, hein. La première parade, la plus simple, est illustrée par la figure affichée. Tous les cas d'usage n'ont pas nécessairement besoin d'opérer dans un monde ouvert, ce qui était précisément l'objet du dernier pilier. Par exemple, dans une chaîne logistique, les parties prenantes peuvent être considérées raisonnablement comme connues. Enfin, il y a des contextes où ça peut l'être. On peut, dans ce cas-là, utiliser un processus d'enregistrement, c'est acceptable, le prix à payer peut ne pas être exorbitant. Et dans ce cas, il n'y a plus besoin des parades contre les malveillants qui peuvent exister en monde ouvert. Donc, il n'y a plus besoin de preuve de travail, ni de preuve de possession. Et on fait donc l'économie des opérations qui sont les principales responsables du coût énergétique élevé. Toutefois, ce coût ne tombe pas à zéro, il reste toujours le besoin d'établir des consensus, ce qui reste coûteux, mais beaucoup moins. Donc, cette remarque-là illustre un point particulier donc, de la blockchain complète, c'est que, outre les certificats, qui sont les sceaux cryptographiques, la blockchain, d'une certaine manière, apporte des services de type gouvernance, c'est-à-dire pour les cas de figure où une communauté considère comme trop coûteux d'établir une gouvernance sur des bases de discussion juridiques, eh bien la blockchain peut être un recours avec évidemment le problème proof of work, proof of stake, j'y reviens. Avant de déployer une blockchain, il faut donc bien examiner de quoi on a réellement besoin. Si vous n'avez pas besoin du dernier pilier, passez-vous du dernier pilier, mais il faut le savoir. Voilà. Donc, en fait, ce que tu nous dis et ce qu'on sait, c'est que parmi les opérations qui protègent la blockchain contre le monde ouvert, puisque tu l'as dit, potentiellement hostile, tous n'ont pas le même coût énergétique. Et donc, la preuve de travail, proof of work, utilisée dans le Bitcoin, est beaucoup plus coûteuse que la preuve de possession, proof of stake, utilisée dans Ethereum, par exemple. La différence, d'ailleurs, est importante puisqu'elle est de plusieurs ordres de grandeur. Mais attention, si le mécanisme de la preuve de travail a été mathématiquement validé, ce n'est pas le cas pour les diverses variantes de la preuve de possession et d'autres mécanismes similaires, parce que finalement, il y a eu d'autres propositions qui ont émergé. Alors, est-ce qu'on a d'autres parades, Albert? Alors en fait, oui. Un autre
type de contre-mesure consiste en quelque sorte à rétrécir la blockchain, comme le suggère la figure qui est maintenant affichée. Plus précisément, si l'objectif est de sécuriser et de certifier des flux de transactions, on peut chercher à utiliser la blockchain de deux manières différentes. Soit on lui demande d'archiver les transactions dans leur intégralité, soit on leur demande d'archiver seulement une sorte de code barre qui suffit à en assurer la certification. La transaction elle-même est alors déportée hors de la blockchain, peut être elle-même un objet complexe, mais concerner une petite partie d'acteurs bien identifiés, donc avec un contexte de difficulté différent, et seuls les codes barres sont inscrits dans la blockchain. On peut s'attendre dans ce cas à ce que la seconde solution soit bien moins coûteuse et de fait, diverses variantes de cette idée ont été proposées. Alors, j'en nomme deux là, le sharding, le roll-up. Il y en a d'autres, il y a plein d'idées qui sont présentées pour arriver à régler ce problème-là. Bon, bah, tout ça, c'est rassurant. Et donc, si je comprends bien, les concepteurs sont conscients des difficultés de cette technologie et plein de contre-mesures, finalement, ont été proposées. Alors, quel bilan peut-on tirer de tout ça aujourd'hui? Alors, de fait, la créativité est étonnante. Les propositions sont nombreuses avec des solutions déployées, donc il y a plein d'expérimentations. C'est un monde de start-up, ceci explique cela. Mais dans ce secteur technologique où l'activité de start-up est dominante, bien des solutions déployées ne sont pas formellement validées ni prouvées mathématiquement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Ça peut paraître totalement inutile ou une préoccupation d'universitaire. En fait, non. Les questions, c'est est-ce que les protocoles qui sont utilisés, qui sous-tendent la blockchain, est-ce qu'il faut en toutes circonstances, quels que soient les historiques précédents, l'état dans lequel ils sont après tout ce qui leur est arrivé, quels que soient les contextes dans lesquels ils sont plongés, est-ce qu'ils font en toutes circonstances ce qu'ils prétendent faire? Est-ce qu'ils sont résistants aux agressions comme il est prétendu? Hein, donc ça, c'est des questions qui sont difficiles. C'est des tâches nombreuses, difficiles, et faire ce genre de validation pour chacun des mécanismes qui est proposé et souvent déployé, eh bien, c'est un travail considérable. Mais c'est un travail qui est nécessaire. Pourquoi? Ben, simplement, la prétention des premières des blockchains, c'est d'être des supports certifiés de transactions. Donc ça demande d'abord à ce que la blockchain elle-même puisse être considérée comme un objet certifié. Donc ça demande que les logiciels, les algorithmes et les procédures et les protocoles qui la constituent soient certifiés et que soient aussi certifiées les procédures qui permettent de faire évoluer le logiciel. Donc, et puis, c'est pas fini. Quand vous utilisez des smart contracts, donc ce qui fait référence là aussi à un terme qui porte un engagement dont on voudrait qu'il soit étayé par une certification, ben, les smart contracts, c'est simplement du code et en général, ce code ne comporte aucune, n'est assorti d'aucune validité, sauf si celui qui l'a fabriqué a fait un travail spécifique de validation de ce code. Et c'est là aussi tout un pan de la science informatique qui est consacré à ce domaine. Donc, c'est un besoin et une tâche qui est difficile, mais absolument nécessaire de notre point de vue. Tout à fait. Donc la place du logiciel est majeure là. Et donc en fait, ce que je peux dire, c'est que ayant effectué ma carrière dans l'industrie, je suis particulièrement sensible aux efforts qui ont été faits par les écosystèmes blockchain de telle ou telle filière industrielle. Je me suis d'ailleurs personnellement intéressée au cas de la filière batterie dans le secteur automobile. Et en fait, je constate que le monde industriel a développé des écosystèmes génériques dotés de blockchain qui peuvent être déclinés pour telle ou telle filière. Je prends l'exemple notable de l'effort qui a été fait par Hyperledger, qui s'intéresse à fournir une boîte à outils pour blockchain dite permissionnée, c'est-à-dire opérant dans des contextes de filières à accès contrôlé. Donc, de telles boîtes à outils sont souvent open source
et elles permettent de développer des infrastructures de type blockchain à un coût réduit, pas négligeable cependant. Merci Albert et Sophie pour ces explications qui, j'espère, rendre les choses un peu plus claires, même si ça reste complexe, la blockchain, à tout le monde. On voit bien que cette question est un sujet d'intérêt sociétal, et c'est vraiment au cœur de la mission de l'Académie des technologies, d'aborder ce type de questions et de formuler des recommandations concrètes aussi. Une fois les choses à peu près cernées, comprises, les enjeux décrits, il est de notre rôle de faire des recommandations. Je vous rappelle à tous ceux qui participent que vous trouverez l'ensemble des explications données par Sophie et Albert, bien sûr, mais aussi des recommandations dans le rapport dont on vous a donné le lien, qui doit encore être visible d'ailleurs sur le chat. Je vous invite aussi, il y en a qui l'ont déjà fait, à poser des questions dans le chat parce que on va bientôt passer à ce stade de notre webinaire. Sophie et Albert, pouvez-vous nous en dire quand même un peu plus sur ces recommandations? Alors, je peux commencer, Manuel, si tu veux, et rappeler que finalement, le souci numéro un reste la consommation énergétique. Et donc, des progrès sont nécessaires qui demandent de la recherche, de l'expérimentation, accompagnée de métrologie. Il faut accompagner ces efforts à tous les niveaux de l'écosystème, depuis la recherche jusqu'aux usages. Oui, tout à fait. D'ailleurs, côté recherche, comme je le disais, le sujet reste bouillonnant. Des avancées surprises pourraient se produire, hein. Il y a des idées nouvelles qui apparaissent. Certaines sont mentionnées dans le rapport écrit. On y reviendra peut-être au moment des questions. Et il faut donc soutenir la recherche sur ces sujets. Et un point important, surtout en France, c'est qu'il faut en particulier faire en sorte que les académiques, hein, les chercheurs du monde universitaire, en gros, qui sont parfois effrayés par le foisonnement d'annonces de déploiement par des startups, viennent plus nombreux traiter les points difficiles de la technologie. Alors peut-être la troisième recommandation, elle vise à permettre aux grandes filières industrielles européennes de rester à la pointe mondialement. Et donc pour cela, il faut renforcer et favoriser le développement des boîtes à outils blockchain. Et il faut adosser ces développements à des validations mathématiques, on pourrait dire une sorte de tampon blockchain de confiance. Voilà. Donc, si on se place maintenant du point de vue des utilisateurs, donc, et qu'on pense à cet aspect guide utilisateur, la tâche la plus difficile est de savoir bien établir des cahiers des charges pour une blockchain, pour un cas d'usage donné ou une filière donnée. La question principale n'est pas d'aligner le plus d'exigences possible, hein, comme on le voit assez souvent faire dans l'ingénierie des systèmes complexes, mais bien de s'assurer que les questions les plus importantes, les questions fondamentales ont été posées et adressées, questions qui vont déterminer les caractéristiques de la blockchain à considérer. Et pour poser les bonnes questions, ça demande à ce que les utilisateurs aient une compréhension suffisamment approfondie des concepts importants. Absolument. J'ai expliqué pourquoi. Alors, un point qui doit tarauder finalement le politique, c'est que les blockchains sont résilientes. Et par cela même, elles peuvent avoir un impact important sur nos sociétés, tant du point de vue des usages que des défis environnementaux, et on en a parlé. Et donc, si cela s'avère nécessaire, peut-on arrêter la blockchain? Peut-on arrêter le Bitcoin? Et nous pensons qu'une blockchain doit proposer des moyens en métrologie, une sorte de Nutri-Score énergétique, par exemple, et des leviers d'intervention aussi pour des acteurs bien identifiés. Donc les pouvoirs publics devraient pouvoir évaluer et intervenir. Et plus généralement, on pense que cette technologie devrait s'inspirer de la démarche de certification pour toutes les raisons qu'on vous a expliquées, démarche qui est en usage dans les activités industrielles critiques telles que l'aéronautique et le nucléaire, hein, qui sont les deux exemples les plus engagés dans ces approches. Alors, à quoi ça sert la certification? C'est pas une espèce de main divine qui vous promet que rien de mauvais se passera, mais c'est un effort coûteux qui ralentit les choses et qui place la communauté de ceux qui développent
les systèmes certifiés dans un état d'esprit qui va conduire à minimiser les risques pris, les impasses faites et tout ce qui est à l'origine de bugs ou d'erreurs potentielles. Donc, la certification dans l'aéronautique, je vous promets qu'un avion, c'est compliqué. Et ça a fait ses preuves. Il y a finalement très peu d'incidents. Et d'ailleurs, les incidents de ces dernières années, donc du côté d'un constructeur en particulier, ont vu une mise en cause des activités de certification comme étant à l'origine, par une sévérité insuffisante, des manquements qui ont conduit à ces catastrophes. Donc la certification, c'est un truc sérieux. Et si on veut que la blockchain soit un truc sérieux, on pense que la blockchain doit être soumise à une démarche de certification qu'il faut définir d'une manière appropriée pour l'objet technologique. Merci Albert, merci Sophie. Nous arrivons au terme de ce webinaire, enfin la partie présentation. Voilà, je voudrais remercier particulièrement les deux porte-paroles de ce groupe de travail et le groupe de travail, donc Sophie et Albert. Ce rendez-vous, c'est le premier d'une série. N'hésitez pas à nous suivre et nous ne manquerons pas de vous tenir informés de notre prochain webinaire de la tech qui aura lieu après la rentrée, à l'automne.